Monsieur le Président, cher Jean-Jacques Bridet, Monsieur le Président, cher Christian Cambon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, chers amis. George Orwell disait que chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Mais j'espère que pour une fois, c'est vrai. Alors, comment anticiper les mutations de la guerre ? Il est vrai que le concept de guerre est de plus en plus difficile à appréhender. La guerre n'est pas une science. C'est d'ailleurs ce que Clausewitz résumait très bien derrière l'image du brouillard de la guerre. L'incertitude est au cœur même du conflit. Certains sont convaincus de la supériorité de leur armée et de leur tactique. D'autres jouent parfois les Cassandres. Mais le champ de bataille n'est jamais une carte que l'on surplombe et où tous les éléments apparaissent clairement. Mais ce n'est pas ce brouillard qui doit nous empêcher d'imaginer les chocs du futur. Et c'est précisément ce que vous faites depuis un peu plus de 24 heures. Et je suis donc ravie de pouvoir être parmi vous pour me prêter à l'exercice et de partager quelques observations et quelques hypothèses. La guerre de demain sera d'une complexité croissante, aggravée par des facteurs démographiques, migratoires et climatiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Hier encore, la guerre, c'était des territoires à conquérir, des armées à bâtir, des alliances à construire. Aujourd'hui, et ce n'est pas un fait anodin, plus aucun État ne déclare la guerre. La dernière déclaration de guerre remonte à 1982, du Royaume-Uni à l'Argentine. C'est la seule et c'est la dernière fois, après la Seconde Guerre mondiale, que cette pratique fut utilisée. Aujourd'hui, nous assistons à un retour des États-puissances. Et il ne se traduit pas par le retour de la grande guerre patriotique, caractérisée par l'importance de ses moyens et de ses effectifs. Il s'accompagne d'une extension des domaines de conflictualité, au-delà des milieux dits classiques ou conventionnels. Le cyber, l'espace, les normes, l'information, tous sont désormais de nouveaux champs de bataille. Il est de notre devoir, au ministère des Armées, de comprendre, d'investir et d'anticiper ces nouveaux domaines. Des concepts, des stratégies, des outils et des talents, mais aussi de l'agilité, de l'imagination et de la résilience. Voilà ce dont nous avons besoin pour faire face aux mutations de la guerre. Au cœur de ces mutations, une chose demeure et voit même son importance encore accentuée dans un monde où la compétition stratégique se durcit et où l'ordre multilatéral s'érode. Il s'agit de la permanence de la dissuasion nucléaire. Et cela tient principalement à sa pertinence. La dissuasion a montré, par la preuve, toute son efficacité. Elle a permis d'éviter la guerre majeure, mais pas une guerre. Car cela n'empêche pas qu'il en existe une qui est permanente, une guerre qui ne connaît aucun répit et qui est invisible aux yeux des citoyens. C'est la guerre cyber. Elle prend la forme de cyberattaques menées par des hackers, des terroristes, des activistes, des agents des services de renseignement ou des soldats en opération qui cherchent à dérober des données, à les manipuler, à neutraliser ou bien à perturber les systèmes d'information. Il faut avoir conscience d'une chose. Le cyber n'est ni un missile, ni un obus, mais cela peut être
bien plus dangereux. Tout est possible dans le cyberespace, de la perturbation des élections, la perturbation des places boursières, jusqu'à la rupture du service public. La guerre de demain, c'est aussi une guerre d'influence et de désinformation auprès des populations qui jouent avec nos perceptions. La bataille de l'opinion fait aujourd'hui rage. On assiste de plus en plus à des conflits d'images, des campagnes de propagande, des manipulations de faits et d'idées qui sont savamment orchestrées par les réseaux sociaux. Un exemple, il y a quelques mois, nous avons annoncé la chute de Daesh, ou pour être exact, la libération par la coalition, les forces démocratiques syriennes et les soldats de Chamal, des dernières parcelles du califat territorial. Une victoire comme celle-ci, au siècle dernier, aurait signifié l'anéantissement définitif de l'ennemi. Seulement, nous le savons, le groupe terroriste parvient déjà à se réorganiser ailleurs, à se reformer autrement, et en particulier sur les réseaux sociaux. C'était déjà en utilisant la technologie, les failles de la guerre, en investissant le cyber et le champ informationnel, que l'organisation était parvenue à la conquête d'un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Les méthodes 3.0 de Daesh témoignent d'une dimension encore nouvelle de la guerre, mais où les progrès sont exponentiels. Nous sommes définitivement entrés dans l'ère des confrontations hybrides où se conjuguent tous les moyens disponibles, physiques comme virtuels, dans tous les espaces possibles, terre, air, mer, cyber et espace. Enfin, et ce sera ma dernière observation, la guerre a toujours été un lieu d'affrontement technologique. Et les guerres de demain ne feront que renforcer cette tendance. Il serait peut-être fort de dire que les États se lancent dans une nouvelle course à l'armement, mais une chose est certaine, la compétition de la supériorité opérationnelle du futur est lancée et elle est très sérieuse. Les armes sont de plus en plus sophistiquées, je pense par exemple au Suffren, notre nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, lancé par le président de la République en juillet dernier. C'est un véritable bijou de technologie, conçu pour agir vite, plus loin dans la furtivité la plus totale et jusque-là inégalée. Je pense aussi aux armes hypersoniques qui atteindront en quelques minutes, à des vitesses inédites de 6 à 7 000 km/h, des territoires jusqu'alors hors de portée. Dans ce contexte d'accélération, le temps de la décision se contracte. Et demain, l'homme aura besoin de l'aide de l'intelligence artificielle pour réagir de manière éclairée dans le bon tempo. Et vous le savez, ma mission, notre mission, est de bâtir les armées de demain. Des armées modernes, audacieuses, protectrices, qui répondent à toutes les menaces, anticipent toutes les mutations et les défis. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité doter nos armées d'une doctrine et de moyens ambitieux en la matière. Les armées françaises investissent et investiront dans l'intelligence artificielle, c'est une évidence, car c'est une technologie stratégique. Nous développons une intelligence artificielle performante, robuste et maîtrisée pour protéger tant nos concitoyens que nos valeurs, et ceci selon 3 principes. Le respect du droit international,
le maintien d'un contrôle humain suffisant et la permanence de la responsabilité du commandement. L'ensemble de cette stratégie est détaillé au sein de l'excellent rapport de la Task Force Intelligence artificielle du ministère des Armées que j'ai décidé de rendre public aujourd'hui. Et je ne doute pas que sa lecture sera le point de départ de nouveaux échanges entre vous. Dans ce contexte, et comme je l'avais annoncé en avril dernier, un comité d'éthique ministériel sera mis en place avant la fin de l'année. Il aura vocation à traiter, dès 2020, les questions posées par les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et leur emploi par l'homme dans le domaine de la défense. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que Bernard Pêcheur a accepté de présider ce comité. Sa carrière au Conseil d'État, ses liens très étroits avec nos armées, dans la réserve militaire, puis à la tête du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, seront autant d'atouts pour accomplir cette mission inédite et passionnante. Investir le domaine de l'intelligence artificielle, c'est aussi renforcer notre cyberdéfense. Ce sont des capacités qui permettront à nos cybercombattants de contrer à grande vitesse les attaques toujours plus furtives, toujours plus nombreuses et toujours plus automatisées qui menacent nos systèmes, nos économies, nos médias. Le ministère investit pleinement le champ du cyber avec des moyens financiers, mais aussi humains. D'ici 2025, nous compterons 1000 cybercombattants supplémentaires. Une lutte que nous avons entièrement repensée et pour laquelle nous avons doté les armées d'un commandement dédié aux cybermenaces, le ComCyber. J'ai présenté en janvier dernier, avec le chef d'état-major des armées, les grandes lignes de notre doctrine. En ce qui concerne la lutte informatique défensive, l'objectif est simple. Toute notre communauté de défense doit se protéger et être protégée. Il s'agit de mieux anticiper les menaces, notamment à travers le renseignement, de les détecter, d'en réparer les effets, de les caractériser et remonter si possible jusqu'à la source. Il s'agit de protéger nos réseaux. Cela demande de repenser la résilience numérique en intégrant fortement et à tous les niveaux les enjeux de cybersécurité dans les organisations, les nôtres et celles aussi de nos partenaires économiques et industriels. Organiser notre cyberdéfense est une priorité et depuis longtemps. Mais la véritable nouveauté, c'est que nous sommes désormais prêts à employer l'arme cyber en opérations extérieures à des fins offensives. Nous considérons désormais l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière que nous emploierons isolément ou en appui de nos moyens conventionnels pour en démultiplier les effets. En cas d'attaque cyber contre nos forces, nous nous réservons le droit de riposter dans le respect du droit, par les moyens et au moment de notre choix. Nous nous réservons aussi, quel que soit l'assaillant, le droit de neutraliser les effets et les moyens numériques employés. Il n'y a pas que dans le cyberespace que nos systèmes sont menacés. Dans l'espace, nos satellites sont parfois espionnés, brouillés ou encore éblouis. Les moyens de gêner, neutraliser ou détruire les capacités spatiales adverses existent et même ils se développent. Et comme pour le cyber, c'est tout notre quotidien qui dépend de nos capacités spatiales. Et c'est pourquoi le président de la République a souhaité doter la France d'une véritable stratégie spatiale de défense. J'ai eu l'honneur de la décliner devant
certains d'entre vous au mois de juillet dernier sur la base de Lyon-Montverdun. Mais depuis, nous avons avancé. Et l'armée de l'air et de l'espace approche à grands pas. Le Grand Commandement de l'espace a été créé le 2 septembre. Il aura pour mission de mettre en œuvre nos moyens spatiaux et de nous doter d'une doctrine des opérations militaires dans l'espace. De nombreux défis et de nombreux enjeux nous attendent. Nous devrons perfectionner nos capacités de défense spatiale, car l'espace est un nouveau front à défendre. Et nous serons naturellement prêts. La France est aujourd'hui une des rares nations à disposer de ses propres capacités de surveillance de l'espace. Et notre première responsabilité est de les protéger. Ces capacités sont en effet essentielles à nos opérations, elles sont essentielles au fonctionnement de notre économie et de notre société. Nous surveillerons donc plus et mieux nos satellites. Nous acquerrons une parfaite connaissance des objets qui les entourent, qui croisent leur trajectoire. Nous devrons également détecter et attribuer les actes suspects, inamicaux, voire hostiles à nos satellites militaires et à nos intérêts spatiaux. Si elle a un jour jamais existé, l'ère de la naïveté a bel et bien atteint son crépuscule. Car là aussi, nous innovons. Nous organisons notre défense active. Alors comprenons-nous bien, la défense active, ce n'a rien d'une stratégie offensive. Ce dont il s'agit, c'est d'autodéfense. C'est lorsqu'un acte hostile a été détecté, qu'il a été caractérisé, attribué, qu'il est important de pouvoir y répondre de façon adaptée et proportionnée, en conformité avec les principes du droit international. Dans la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse qui transformera le visage de nos armées et notamment de l'armée de l'air, je sais pouvoir compter sur la Direction générale de l'armement, sur le CNES, l'ONERA, mais aussi sur tout l'écosystème industriel, les grands maîtres d'œuvre, jusqu'aux PME les plus innovantes et spécialisées. Et cette confiance ne se limite pas naturellement aux entreprises du domaine spatial, mais bien à tous nos partenaires industriels. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre expertise, de vos innovations, mais aussi de votre agilité et de votre capacité à vous ouvrir à toutes les opportunités qu'offre le monde civil. Car la guerre se transforme et notre façon de la préparer également. Le rôle de l'État dans l'innovation de défense a été profondément transformé. Aujourd'hui, pour le secteur spatial comme pour les technologies numériques, l'innovation est tirée par le secteur civil et marchand. L'adaptation est donc nécessaire si nous voulons capter les technologies les plus prometteuses. Et c'est dans cette voie que nous devons poursuivre. Cette voie, c'est aussi celle de l'Europe. Il en a été question ce matin. Pour conserver notre supériorité opérationnelle sur le champ de bataille, nous avons besoin d'une industrie tournée vers l'Europe. Alors il faut avoir le courage de regarder le monde et la réalité en face. L'Europe a manqué le premier virage d'Internet. L'Europe a manqué un deuxième virage, celui de la révolution du smartphone. Nous n'avons pas de champions français ou européens capables de concurrencer les GAFA. Et dans le monde de la défense aussi, nous avons parfois mal anticipé les ruptures technologiques. Les drones sont partout. Ils sont apparus sur les différents théâtres d'opération bien plus rapidement que ce que nous avions anticipé.
Il s'agit donc maintenant de saisir toutes les opportunités et de les saisir ensemble avec nos partenaires européens. Car il y a certains domaines, comme le cyber, où nous ne pouvons pas accepter de dépendre d'acteurs extra-européens. Notre supériorité opérationnelle dépend étroitement de notre souveraineté technologique et par effet d'entraînement de notre souveraineté économique. Nous devons avoir notre propre façon d'innover en France et en Europe. Ce n'est qu'en développant une industrie de défense nationale et européenne que nous aurons des entreprises fortes et capables d'innover au profit de nos armées et plus généralement de la société tout entière. Investir dans notre économie de défense, c'est stimuler l'innovation technologique et, de fait, renforcer notre souveraineté militaire. Alors, c'est une bonne nouvelle, l'Europe s'éveille peu à peu à cette notion de souveraineté. La création du Fonds européen de défense est révélatrice de ce mouvement. C'est une avancée considérable, vous l'avez tous dit, que nous avons soutenue et qui donnera du souffle à notre innovation. Mais nous devrons investir plus. Aujourd'hui, les Européens dépensent 240 milliards d'euros pour leur défense, quand les Américains en dépensent près de 700 milliards. Pourtant, investir dans le monde de la défense est non seulement un vecteur essentiel de notre souveraineté militaire et technologique, mais c'est aussi un formidable levier de croissance. Je rappelle une équation souvent trop peu connue. 1 euro investi dans la défense entraîne une croissance du PIB de 2 euros à horizon de 10 ans. Alors relevons ensemble le défi des équipements, des industries, en créant des industries européennes de défense fortes, dynamiques, incontournables. Mais l'Europe, cela a été dit aussi tout à l'heure, ce sont aussi les opérations. Dans ce domaine, nous voulons investir dans des projets souples, des partenariats pragmatiques, comme l'initiative européenne d'intervention. Il en va de notre efficacité sur le terrain. Quant à notre résilience sur le terrain, c'est avant tout celle de nos soldats. Car peu importe les moyens numériques, les ruptures technologiques du futur, l'infaillibilité de nos systèmes, si nous n'avons pas les hommes et les femmes de qualité pour prendre les décisions politiques et militaires et agir et combattre, y compris dans des environnements et avec des équipements dégradés, nous n'irons pas très loin. Nous aurons donc besoin de militaires au sens ablatif, technologique, c'est-à-dire capables de s'orienter avec une boussole ou bien de naviguer à vue. Car la supériorité opérationnelle du futur n'est pas seulement technologique. La formation de nos militaires, la résilience de nos armées, le moral de nos troupes, la détermination de nos hommes et de nos femmes, cela, aucun outil technologique ne pourra les remplacer. Nous avons donc besoin de continuer à séduire et à attirer des hommes et des femmes dans nos armées. Et force est de constater qu'il n'y a pas que la guerre qui se transforme, il y a aussi la société. Cela, nous devons en être conscients. Et donc, nous devrons être capables de proposer aux jeunes un métier hors du commun, un environnement en phase avec leurs attentes et des conditions sociales qui compensent efficacement les sujétions qui leur sont imposées. Ces exigences ont finalement peu changé depuis 30 ans, mais elles sont aujourd'hui plus difficiles à vivre. C'est cela, une loi de programmation militaire à hauteur d'homme. Le plan famille que j'ai lancé
il y a 2 ans, en octobre, poursuit son déploiement. Et j'annoncerai dans quelques jours un programme ambitieux concernant l'hébergement de nos soldats. Nous travaillons aussi à rénover en profondeur la politique salariale de nos militaires, comme le prévoit la LPM. Une LPM qui, comme le président de la République l'a rappelé le 13 juillet dernier, sera respectée. J'aurai l'occasion de détailler prochainement le contenu du budget 2020 lors de la présentation du projet de loi de finances en Conseil des ministres qui aura lieu à la fin de ce mois. Alors, il y a 1 an, je vous avais fait une promesse. Du travail et encore du travail. Et aujourd'hui, nous commençons à entrevoir que le travail acharné paie. Les équipements sont livrés, les réformes s'accomplissent et les promesses sont tenues. Je suis d'ailleurs ravie d'annoncer que, conformément à ce qui avait été décidé il y a 2 ans, les premiers drones Reaper armés arriveront sur nos théâtres d'opération et ils seront testés d'ici la fin de l'année au Sahel. Alors, aux parlementaires qui sont au chevet de l'exécution de la loi de programmation militaire, à nos directions et services qui sont pleinement impliqués dans ce renouveau, à celles et ceux qui portent ces réformes avec talent, et je pense tout particulièrement à la secrétaire d'État, au chef d'état-major des armées, à la secrétaire générale pour l'administration, au délégué général pour l'armement, sans oublier naturellement les chefs d'état-major d'armée. Je voudrais vous dire à tous merci. Merci pour votre énergie, pour votre ardeur à la tâche, pour votre dévouement à notre mission, qui se résume en mots simples: protéger les Français. Mais nous n'en sommes qu'au début de la loi de programmation militaire. Il n'y a donc pas de temps à perdre et nous aurons besoin des efforts de tous pour poursuivre dans cette voie. Car de grands projets nous attendent cette année. La semaine dernière, j'étais au 2e régiment étranger de génie à Saint-Christol pour présenter l'ambition environnementale du ministère des Armées. J'ai dit que c'était un peu comme si un marin parlait de montagne. Vous m'excuserez de cette comparaison, mais je sais que parfois cela provoque un peu d'ironie. Alors, je vous le disais en introduction, les guerres de demain seront aggravées par des facteurs climatiques, car les sécheresses, la montée des eaux et l'érosion des coraux ne sont pas que des événements naturels ou même seulement humains. Ce sont aussi des événements stratégiques. Ils redessinent les cartes, ils déplacent les populations et ils créent donc de nouvelles tensions. Et nos armées sont en première ligne pour protéger les populations des catastrophes naturelles. Hier encore, 650 soldats européens, dont plus d'une 50aine de Français, ont débarqué sur les îles d'Abacos, aux Bahamas, pour porter secours aux personnes qui ont été touchées par l'ouragan Dorian. Nous devons anticiper la mobilisation de nos soldats sur ces nouvelles missions. Et nous devons éviter l'épuisement de nos militaires et donc la multiplication de leurs missions. Pour cette raison, et parce que nous avons l'empreinte environnementale la plus forte au sein de l'État, nous avons donc l'impérieux devoir d'être un acteur volontaire et engagé de la transition écologique. Et cela passe d'abord par une transition énergétique. J'ai donc décidé de la mise en place d'un groupe de travail sur l'énergie qui doit aboutir d'ici mars 2020 à la définition d'une stratégie ministérielle sur l'énergie. Les objectifs sont multiples. Il faut d'abord dresser un état des lieux des besoins, des ressources et des usages énergétiques de notre ministère, depuis Ballard jusque dans chacune des unités.
Il faudra aussi poursuivre la réflexion concernant l'éco-conception des armements et au développement technologique qui permettront de répondre à nos besoins sans compromettre l'avenir de la planète. Il sera aussi important de définir les enjeux de souveraineté et de dépendance énergétique pour le ministère. Cette réflexion devra inclure les perspectives de coopération, voire de mutuelle dépendance, en particulier avec nos partenaires européens. Enfin, nous définirons nos méthodes et adapterons notre gouvernance pour atteindre les objectifs de cette stratégie énergétique. Vous l'avez compris, le kaki vire au vert et c'est une réalité désormais inéluctable. Nous avons entendu l'appel des Français, nous avons écouté celui de la jeunesse et nous comptons bien agir. Écouter et comprendre la jeunesse, c'est fondamental, car parler du futur, des mutations de la guerre et de nos armées, c'est évidemment parler aussi des jeunes qui forment nos armées, mais aussi de nos armées qui inspirent les jeunes. La première mise en œuvre du service national universel en juin dernier a été une très grande réussite. Sous l'impulsion de Geneviève Darrieussecq, les armées ont apporté expertise et expérience à ce projet phare de société et les retours sont unanimes. C'est l'enseignement du module défense et mémoire qui a remporté le plus d'adhésion auprès des jeunes qui participaient. Et je remercie l'ensemble des services de l'État qui se sont mobilisés pour assurer le succès de cette expérimentation, ici dans le Cher, Madame la Préfète, comme dans les 12 autres départements. Nous continuerons d'offrir aux jeunes cette chance inestimable de se rencontrer, de se comprendre, peu importe leur milieu d'origine, et surtout de s'engager. Nous continuerons de renforcer le lien armée-nation, car au cœur de ce tourbillon de mutations et de transformations, certaines choses demeurent immuables. Et la cohésion nationale en est une. La cohésion nationale, mais à l'aune de la construction européenne. Ce sera tout l'objectif de la Fabrique Défense, qui est un événement tourné vers les jeunes, qui doit contribuer, d'une part, à l'affermissement du lien armée-nation et d'autre part, à l'émergence d'une culture stratégique européenne commune qui s'inscrit dans le droit fil du discours de la Sorbonne du président de la République. Alors, il s'agit d'un événement inédit qui rassemblera l'ensemble des acteurs de la défense française et européenne, les partenaires institutionnels, les associations, les universités, les think tanks, les entreprises. C'est donc près d'une centaine d'organismes qui seront rassemblés au même endroit pour informer, échanger, débattre avec les jeunes de toute origine. Et ayant fait beaucoup de teasing, si vous me permettez cette expression, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que la Fabrique Défense se tiendra à Paris les vendredis 17 et samedi 18 janvier 2020. Mais cette chance ne sera pas seulement réservée aux Parisiens, car dès le mois de décembre, des événements labellisés Fabrique Défense se tiendront également en région, ainsi que dans une demi-douzaine d'États européens. Les discussions que nous avons ici peuvent paraître lointaines aux Français. Nous parlons d'espace, de cyber, d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que moi, comme vous sans doute, connaissons peu de personnes qui ont voyagé dans l'espace, certaines plus que d'autres. C'est aussi vrai qu'avant d'entrer au ministère des Armées, lorsque j'entendais parler de cyber, je pensais plutôt au cybercafé. Et c'est enfin vrai que l'intelligence artificielle me paraissait davantage relever de la science-fiction. Alors parfois, je comprends qu'il peut être déconcertant de voir autant d'efforts,
autant de recherche et d'énergie, autant de moyens consacrés à de tels domaines. Mais si nous le faisons, si nous investissons autant de ressources humaines et financières, c'est bien pour s'assurer qu'à aucun moment, la France ne trahisse ses citoyens et échoue à les protéger. Dans un monde aussi changeant, aussi instable, ces enjeux qui nous tiennent parfois éveillés la nuit et qui mobilisent tant de personnes et de talents, ces enjeux sont cruciaux pour notre souveraineté. Ils sont cruciaux pour notre résilience et ils concernent les 67 millions de Français. Les 67 millions de Français que chaque jour, nous nous engageons à protéger et que nous protégerons toujours. Vive la République, vive la France!